Cet épisode est sponsorisé par Holzkern. Holzkern est une entreprise familiale spécialisée dans les montres, les bijoux et les sacs à main, réalisés à partir de produits naturels. Et Holzkern, le nom signifie... Et ouais, moi, Holzkern, je connais bien. Si tu veux que j'aide pour la réclame, je peux, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mein Name ist Seppele Schmidt wie der Papa. Attends, 2 secondes, vous êtes... Qui vous a laissé rentrer? Bon, raconte-moi vite fait, là. T'es qui? Comment tu t'appelles? Yeah. Putain, mais c'est pas compliqué comme question, bordel. Je te demande juste ton nom. Tu parles français? Habla espagnol? You speak English? Allô, Arnaud? Ouais, c'est Bruce. Écoute, je t'appelle parce que là, j'allais tourner une vidéo et il y a un mec qui a débaroulé dans mon bureau. Enfin, un mec. Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, il te connaît. Ouais? Mais je sais pas. Écoute, j'ai demandé, hein. Si je sais pas, c'est un espèce d'indigent. De toi à moi, on dirait qu'il descend direct des Vosges, en fait. Mais attends, tu vas voir. Vas-y, redis-moi comment tu t'appelles? Seppele. Mein Name ist Seppele Schmidt wie der Papa. Voilà. Tu vois, je veux dire, c'est pas que... Ah, Ah, c'est lui qui... Ah, mais donc tu bosses avec ça? Mais c'est quoi? C'est des travaux d'intérêt général? T'as été condamné à quelque chose ou... Mais pourquoi tu fais ça? Ouais, la vache. Enfin, en tout cas, sincèrement, c'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, j'ai pas le temps de faire dans l'humanitaire, là. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir le chercher? Ou j'appelle la SPA, enfin, si tu veux, mais si tu le connais... Ah, très bien. Donc tu viens. Ok, bah, je t'attends, du coup. Ça marche. Bah, à toutes. Voilà, alors, c'était Arnaud. Donc, c'est bon, il va venir te chercher. Donc, moi, ce que je te propose... Parce que moi, j'ai du travail pendant ce temps-là. Tu vois, il y a tout le... Donc, ce que je voudrais, c'est que tu t'assailles par terre, là, voilà. Et puis, tu fais pas un bruit. Comme ça, moi, je peux travailler. Voilà. Est-ce que t'as des knackis? Donc, Holzkern, ça signifie noyau de bois. Et si vous regardez bien, bah, c'est le logo de la boîte. Et donc, bah, ils fabriquent des montres, des bijoux, des sacs à main, à partir, donc, comme je l'ai dit, de matériaux naturels comme le bois, la pierre, les plumes de paon, des feuilles d'arbres, en gros, avec tout ce qu'on trouve dans une forêt. À part les plumes de paon, je suis pas sûr que les paons courent les forêts non plus. 2 particularités à cette boîte, hein, qui sont liées d'ailleurs. Hein. La première particularité, c'est que chaque pièce est unique. Bah oui, puisqu'ils fabriquent à partir de matériaux naturels. Ça veut dire que si vous commandez sur le site ce modèle de montre, donc là que je vous montre, hein, la montre Apuku, à partir de bois d'érable et avec une feuille au fond du cadran, vous allez en recevoir une qui ressemble à la mienne, mais qui ne sera pas exactement la même que la mienne. Elle sera absolument unique. Et la deuxième particularité, c'est que chaque modèle n'est produit qu'en petite quantité, ce qui permet une gestion à la fois responsable et éthique de la production. Mais ça signifie également que si vous allez sur leur site et qu'il y a un modèle qui vous plaît, eh ben, il sera peut-être plus dispo dans un mois. C'est chiant, hein? Perso, là, je me suis laissé tenter donc par la montre Apuku, hein, que je vous ai montré, mais également par le modèle Logancha. Pas Langocha, hein, c'est Logancha, en marbre et en argent. Parce que moi, j'adore quand on voit le mécanisme d'une montre. Sinon, moi, je ne suis pas particulièrement bijou, mais je dois avouer que je me suis laissé tenter par le collier Axis, avec son hexagone bleu et au milieu, une pierre jaspe Picasso. La pierre jaspe Picasso qui a des vertus uniques concernant la digestion et le... Ah, je déconne! Attendez, on est le 1er avril, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Voilà, donc non, elle a absolument aucune vertu sur votre intestin. En revanche, c'est une jolie pierre. Et donc, ça fait un joli bijou. Bref, vous avez compris, si vous claquez le QR code qui s'affiche là à l'écran, ou bien si vous cliquez sur le lien qui est dans la description, et que vous utilisez le code YPENSER, eh ben sur votre commande, vous aurez 15% de réduction. Je suis désolé, mais 15%, bah ça commence à faire beaucoup, je trouve. J'ai envie de dire, de rien. Et donc encore une fois, merci à Holzkern de me faire à nouveau confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Yo! Bonjour les gens, aujourd'hui c'est le 1er avril. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, sinon il y a de fortes chances que ça ne le soit pas en fait. Genre 364 chances sur 365. Voire même un peu plus si c'est une année bissextile. Et pour le 1er avril, cette année on va faire un truc simple, tranquille, pas tordu. Cette année, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de prank, il n'y a pas de chasse au trésor. Cette année on va simplement s'intéresser à un sujet que j'aime bien. Les fraudes scientifiques.
Avant toute chose, on va commencer par définir un peu le cadre de cette vidéo parce que, voyez-vous, quand on parle de fraude scientifique, on peut parler de plusieurs choses différentes en réalité. Et parmi ces choses différentes, il y en a une qui ne m'intéresse pas du tout. Et donc la fraude scientifique, qu'est-ce que c'est? Globalement, la fraude scientifique, ça peut être l'une des trois choses suivantes. Tout d'abord, la falsification de données. Vous êtes chercheur, vous faites des expériences et pour une raison X ou Y, l'expérience ne donne pas exactement les résultats que vous attendiez. Mais vous êtes convaincu que c'est pas normal et que vous avez dû vous planter quelque part, donc vous arrangez les données de façon à ce que ça rentre pile sur ce que vous espériez trouver. Et ça donc c'est le premier type de fraude scientifique et ce type-là m'intéresse. Ensuite, le deuxième type de fraude scientifique, c'est carrément la fabrication de données. Donc là, on est à un niveau au-dessus de fraude scientifique. L'idée là, c'est pas que vous arrangez un peu les données, parce que sinon vous risquez de perdre votre financement ou je ne sais pas quoi. Ce qui serait déjà, on vient de le dire, une fraude scientifique. Non, là l'idée c'est que vous inventez carrément les données. Voire même, si déjà vous inventez les données, vous faites même pas d'expérience en fait. Vous écrivez que vous avez fait l'expérience, ouais on a fait l'expérience. Vous dites que vous avez trouvé les résultats, ouais on a trouvé 4, 8, 15, 16, 23, 42, aucun problème. Et bien sûr, ces résultats prouvent que vous avez soigné le cancer ou inventé un moteur à énergie libre, enfin ce genre de conneries. Ou que vous avez un traitement contre le Covid. Oula non, putain ta gueule. Donc là pour moi, on est, c'est mon avis perso, dans le pire cas de fraude scientifique. Celui où on invente de la science. J'ajoute, même si c'est évident, que bien sûr dans ces deux cas de fraude scientifique, il peut y avoir en jeu évidemment des choses comme un manque de rigueur dans la méthode, une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation de ce qu'on observe, mais il peut aussi y avoir du conflit d'intérêts, par exemple un intérêt financier, vous inquiétez pas, on va en parler de ça. Et le troisième type de fraude scientifique, c'est le plagiat. Vous prenez les travaux de quelqu'un d'autre, vous collez votre nom dessus, et en avant gagnant. Et attention, je ne suis pas en train de parler de quand une équipe refait l'expérience qui est indiquée dans une autre publication pour reproduire les résultats, pour valider ces résultats. Ça, c'est pas du tout du plagiat, ça c'est ultra legit, ça fait partie de la méthode scientifique, c'est comme ça qu'on obtient un consensus scientifique. Il existe un problème majeur dans le monde de la recherche scientifique, et je vous dis tout de suite, c'est pas un problème qui date d'hier, c'est le problème de la réplication des expériences. Alors, en gros, comment ça marche le financement des recherches? En gros, vous allez voir des investisseurs et vous leur dites « Je pense pouvoir résoudre tel problème avec mes travaux ». Les investisseurs, évidemment, ils sont convaincus parce que vous avez été convaincant et donc ils vous filent du blé. Avec ce blé, vous avez votre labo, vous montez votre équipe et vous achetez tout ce dont vous avez besoin pour faire vos travaux et puis vous faites vos travaux. Le truc, c'est que pour que les investisseurs s'intéressent à ce que vous faites, il faut que vous publiez vos résultats régulièrement dans des revues scientifiques à comité de lecture. Il faut que vous ayez des choses à publier. Alors, régulièrement, on est d'accord, ça ne veut pas dire que vous signez un article tous les 2 jours. Mais quand vous avez finalement trouvé des trucs avec vos travaux, vous écrivez un paplard et vous publiez les résultats de vos travaux. Ça, c'est quand tout se passe bien. Voilà, on va imaginer que vous avez tout bien fait, que votre papier a bien été lu et étudié par vos pairs, qui ont validé tous vos protocoles, tous vos machins, donc tout s'est bien passé. Mais pour entériner vos résultats, pour qu'il y ait un consensus scientifique, il faut qu'il y ait d'autres groupes de chercheurs qui lisent votre papier et qui disent « On va refaire la même expérience que ce gars-là pour essayer de retrouver les mêmes résultats. » Si on retrouve les mêmes résultats ou des résultats cohérents, ça veut dire que ça valide en fait ce qu'il a trouvé. Et si on ne trouve pas les résultats, ça pose question. C'est vraiment comme ça qu'on a un consensus scientifique. Un consensus scientifique, c'est pas juste des scientifiques qui se regardent et qui se disent ouais, allez. Le problème maintenant, c'est que l'autre labo qui veut reproduire vos travaux, lui aussi, il a besoin de financement. Et donc lui aussi, il va aller voir des investisseurs et il va leur dire « Bonjour, j'ai besoin d'argent pour reproduire les travaux de Jean-Michel Scientifique, exactement les mêmes qu'il a fait il y a 2 ans, pour pouvoir retrouver exactement les mêmes résultats, ce qui a à peu près 0% de chance de vous rapporter de l'argent à terme. » Je schématise un peu.
il est vrai. Mais comme lui, il n'a pas été convaincant, et ben du coup, il n'obtient pas de financement. Et donc, vos travaux, ils ne sont pas répliqués. Et donc, le consensus sur vos travaux, il est assez faible. Je veux dire, oui, votre papier, il a été publié, ok. Mais personne n'a reproduit votre expérience, donc... en vrai, on ne sait pas. D'où l'intérêt de financer publiquement la recherche, mais on ne va pas aller plus loin sur le sujet, hein, on est déjà dans une parenthèse, parce que c'est vraiment pas du tout le sujet du jour. Et donc, le plagiat, c'est absolument pas ça. Le plagiat, c'est véritablement prendre les travaux de quelqu'un, coller son nom dessus en faisant genre « c'est moi qui ai fait », et publier tel quel. Et alors, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire « mais Bruce, aujourd'hui, avec Internet, plagier, c'est quasiment impossible. » Quelqu'un qui copierait, qui collerait du texte, 3/4 de sa thèse, ce serait copier-coller sur un texte open source, mais ça se verrait comme le nez au milieu de la file. Aujourd'hui, avec Internet, il se ferait gauler, mais direct. Alors, oui et non. Alors c'est clair que c'est beaucoup plus difficile de plagier aujourd'hui qu'il y a 2 siècles, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Cela étant, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet du plagiat, parce que c'est justement la fraude scientifique qui ne m'intéresse pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Le plagiat est, oui, une fraude scientifique, mais en réalité, la fraude elle-même n'a rien de scientifique. Je veux dire, c'est une fraude parce que c'est du plagiat, mais au même titre que si je prends le manuscrit d'un roman et que je colle mon nom dessus, et que je dis c'est mon roman, c'est du plagiat. C'est pas une fraude scientifique, mais ça reste une fraude. C'est-à-dire, le caractère scientifique de la fraude est anecdotique, donc ça m'intéresse moins. En tout cas pour cette vidéo. Mais on est clair, hein, clair et net, hein, c'est une fraude. Bien sûr. Mais comme c'est pas vraiment le côté scientifique qui en fait une fraude, on va pas en parler dans cette vidéo. Non. Non, n'insistez pas. Non, non c'est pas la... Bon d'accord, on en fait un. Claudius Ptolémée, c'est un astronome super célèbre qui a vécu, en gros, il est né à peu près, en gros, en 100, et il est mort à peu près, en gros, 60 ans plus tard. En gros. Bravo. Non, mais on s'en fout, quoi. Je veux dire, voilà, il a vécu au IIe siècle, à Alexandrie. Super. C'était un astronome et un savant connu. C'est un alexandrin. Vous l'avez. Il a notamment écrit un grand traité d'astronomie, Almageste, dans lequel il décrit un modèle de l'univers, un modèle géocentrique, avec la Terre au centre. Et dans ce modèle, eh ben, il décrit le mouvement des astres, et voilà. Sauf que Claudio, là, il nous fait genre, ouais, j'ai pris les mesures, j'ai observé le ciel, et j'ai composé mon modèle à partir de toutes ces mesures que j'ai prises durant des nuits et des nuits. Non, ces mesures ont été prises 300 ans plus tôt, par un gars qui s'appelle Hipparque à Rhodes. Hipparque, à Rhodes, qui vit à Rhodes. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui parquerait à Rhodes, en plus ça veut rien dire. Mais bon, tout ça pour dire que les travaux de Claudio, en réalité... c'est du vol et du plagiat, fils de pute. Donc voilà, ça c'était pour le plagiat, vous en vouliez une. Je vous l'ai mise gratos, titre. Et on va pouvoir enfin s'intéresser à ce que, à titre perso, j'appelle les vraies fraudes scientifiques. Et la première, alors, en vrai, elle n'est pas énorme, mais en vrai, si. Vous l'avez peut-être déjà entendu dire, la science moderne est née avec Galilée, le père de la science moderne. Mais ouais, d'accord, c'est la même chose, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que c'est véritablement à partir de Galilée qu'on adopte ce qu'on va appeler par la suite la méthode scientifique. On observe un phénomène qui nous fait nous poser une question, on réfléchit à cette question jusqu'à formuler une hypothèse qui permettrait de répondre à cette question, on propose une expérience qui va permettre de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Si cette expérience confirme notre hypothèse, alors on reproduit l'expérience avec plus ou moins différentes variantes, de façon à s'assurer que les résultats qu'on a obtenus sont bien les résultats de l'expérience qu'on voulait faire. Je précise après ce que je veux dire par là, parce que je me rends bien compte que c'est un peu confus. Et une fois que l'expérience a été suffisamment répétée, qu'elle a suffisamment confirmé notre hypothèse, et qu'on a été suffisamment longtemps incapable d'invalider notre hypothèse, eh ben on finit par se dire que l'hypothèse est valide. Et rappelez-vous, en matière de science, une hypothèse est validée, mais elle n'est jamais absolument vraie. Jamais. Elle est vraie jusqu'à preuve du contraire.
ou jusqu'à ce qu'elle soit complétée, par exemple. Lorsqu'Einstein met au point sa théorie de la relativité générale, il vient compléter la théorie de la gravitation d'Isaac Newton, qui à l'époque était valide mais incomplète, qui aujourd'hui reste encore valide en dehors des considérations relativistes. J'ai fait des vidéos sur le sujet, si jamais ça vous intéresse d'y jeter un œil. Et donc, quand j'ai dit tantôt, si cette expérience confirme notre hypothèse, alors on reproduit l'expérience avec plus ou moins différentes variantes, de façon à s'assurer que les résultats qu'on a obtenus sont bien les résultats de l'expérience qu'on voulait faire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je vais faire ça avec un exemple simple, vous allez voir, du coup ça va être un peu ridicule parce que c'est véritablement un exemple simple, mais au moins comme ça ce sera clair. Mettons que je veux montrer que quand je vide une bouteille d'eau par terre, je prends une bouteille comme ça, à hauteur des yeux, hop, je la retourne en enlevant le bouchon, et puis l'eau elle tombe par terre, je veux montrer que l'eau elle arrive au même endroit, à la verticale en dessous de là où je tiens la bouteille. Je veux montrer ça. Et je décide, comme un gland, de faire cette expérience depuis la plateforme en mouvement d'un camion, en ne vidant pas la bouteille sur la plateforme elle-même, mais sur la route qui défile sous le camion. Je constate évidemment que mon expérience a foiré, puisque j'ai pas juste un endroit où l'eau est tombée, mais que ça fait une traînée sur plusieurs mètres. Pareil si je fais cette expérience en étant immobile, mais dans une soufflerie qui souffle fort. Et encore pire si je fais ça sous la pluie avec un sol qui est absolument trempé et où je ne vois pas où l'eau tombe. Alors là, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais c'est important quand vous faites une expérience, vous devez vous assurer que rien ne va venir interférer dans les résultats que vous escomptez. C'est pour ça que je dis qu'il faut refaire l'expérience avec plus ou moins des variantes. Une expérience, c'est jamais juste lâcher une bille de 2 mètres au-dessus du sol et chronométrer sa chute. Donc l'expérience de Galilée, c'est lâcher une bille 2 mètres au-dessus du sol et chronométrer sa chute. En gros, précisément, Galilée, il observe que les objets plus lourds semblent tomber plus vite que les objets plus légers. Et ça lui fait poser un tas de questions, voilà. Et donc il réfléchit, et notamment il se dit, mais attendez, si à un objet lourd, j'attache un objet qui est plus léger, normalement l'objet plus léger, il devrait ralentir la chute de l'objet lourd, sauf que l'ensemble est plus lourd que juste l'objet lourd, et donc ça devrait tomber plus vite. Comment c'est possible que ça ralentisse et que ça accélère en même temps? C'est pas possible, sauf si en fait ça accélère de 0 et que ça ralentit de 0, à savoir si ça change rien. Donc en réalité c'est possible si la vitesse de la chute ne dépend pas de la masse de l'objet qui tombe. Autrement dit, tous les objets devraient tomber à la même vitesse. Sauf que, on l'a dit, pour valider une expérience, il est essentiel de s'assurer d'avoir écarté tout ce qui pouvait interférer avec le bon déroulement de votre expérience. Là, en l'occurrence, ce qu'il veut montrer, c'est que la vitesse d'un objet qui tombe ne dépend pas de sa masse. Donc, il va lâcher plein d'objets de masses différentes, mais c'est tout. Et ça veut dire de forme identique. Comme ça, si jamais c'est la forme de l'objet qui fait varier la vitesse de sa chute, puisque je rappelle que quand on observe, effectivement, un trousseau de clés, ça tombe plus vite qu'une feuille de papier. Jusqu'au moment où on roule la feuille de papier en boule. Et là, ça tombe à la même vitesse. Donc, il va faire tomber des billes identiques, mais de masses différentes. Genre une bille en plomb et une bille en liège, par exemple. Ce genre de choses. Il fait donc sa série d'expériences, et les résultats sont top. Les résultats montrent bien que, en effet, la vitesse de la chute d'un objet ne dépend pas de sa masse. Et bien plus tard, on comprendra effectivement tout ce qui entre en jeu dans la réalité de l'expérience d'un objet qui chute, à savoir vraiment le frottement de l'air, l'aérodynamisme, etc. Mais sinon, si on écarte tous ces paramètres, en effet, indépendamment de la masse, les objets tombent à la même vitesse. Sauf qu'il y a 2 problèmes à cette histoire. Le premier problème, c'est que les contemporains de Galilée, et ceux qui viennent un peu après, voilà, sont absolument infoutus de reproduire ces expériences. Personne n'arrive à reproduire ces expériences. Alors, tout de suite, si, précisément, bien sûr qu'on est tous capables de reproduire son expérience. Lâcher une bille de 2 mètres du sol, c'est à la portée de n'importe quel gland. C'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est que personne n'arrive à obtenir le même genre de résultats. Les résultats de Galilée, d'ailleurs, on va être clair, et c'est le deuxième problème, c'est que quand on regarde les résultats des expériences de Galilée, ces résultats, ils sont... Comment dire? Je ne peux pas déterminer votre position en
Siri, ferme ta gueule. Quand on regarde les résultats de ces expériences, comment dire? Bon, là c'est le moment le plus important de la vidéo, d'accord? Vous êtes prêts? Parce que là je vais vous dire un truc qui non seulement est vrai en science, mais qui globalement est vrai chaque putain de jour de vos vies. Ok, vous êtes prêts? Quand quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, généralement c'est que c'est le cas. Eh ben les résultats de Galilée, ils sont un peu trop parfaits. Un peu trop parfaits. Quand vous faites une expérience en physique et que vous attendez à ce que vos résultats ce soient 2, 4, 8, 16, vous savez qu'en réalité, ce que vous allez trouver, c'est 2, 3,96, 7,99, 16,03. Et vous serez satisfait. Ça, oui, ce sont des résultats plausibles d'une expérience physique du monde réel, de la réalité véritable. Si vous trouvez pile 2, 4, 8, 16, il y a sans doute un truc qui pue. Bon, en vrai, j'exagère un petit peu, mais en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, cette méthode est encore aujourd'hui appliquée pour détecter les fraudes fiscales. Ce n'est pas la seule méthode, mais cette méthode fait partie de l'arsenal du fisc pour déceler des fraudes fiscales. Je veux dire, si vous avez une entreprise avec 500 salariés, avec des frais, des stocks, des loyers, des locaux, des achats, des ventes, des transactions, etc. Et si à la fin, dans votre bilan comptable, vous tombez pile sur la bonne valeur, au centime près, c'est-à-dire que vous avez compté tout ce machin et vous dites qu'il doit rester tant d'euros et tant de centimes sur le compte, vous regardez sur le compte, il reste tant d'euros et tant de centimes, ça pue fort. En soi, ça ne veut pas dire qu'il y a eu fraude. Mais c'est très clairement un red flag pour le fisc. Parce que, normalement, sur une année, une entreprise de 500 personnes, vous avez des notes de frais qui se perdent, des rentrées, des sorties qui correspondent à rien. Enfin, il y a du jeu, vous voyez. Bref, à la fin de l'année, vous êtes censé avoir sur votre bilan comptable, alors selon la taille de votre entreprise, ça va dépendre bien sûr, mais une variation de quelques dizaines d'euros, quelques centaines ou quelques milliers d'euros peut-être. Voilà. Ça, c'est le mode normal de fonctionnement d'une comptabilité d'entreprise. Je veux dire, au fisc, ils savent que vos comptes vont jamais être 100% clean. C'est normal. Et d'ailleurs, dans l'excellent film Superman 3, Poisson d'avril, non, le film est super mauvais. Dans le film Superman 3, le personnage interprété par Richard Pryor met en place une arnaque qu'on connaît sous le nom de salami slicing et dont, en gros, voici le principe. Chaque transaction bancaire produit un déplacement d'argent d'un compte vers un autre qui, lorsque cette transaction est calculée sur un taux, eh ben, le montant qui est déplacé ne se compte pas en dollars et en centimes. Il y a plein de chiffres après la virgule. Ça va au-delà du centime. Genre des dixièmes de centimes, des centièmes de centimes, etc. Et évidemment, normalement, ces variations, ces trucs qui sont en dessous du centime sont arrondis. Donc on ne les voit jamais dans les transactions, mais ils existent. Et donc ce que fait le personnage de Richard Pryor dans Superman 3, c'est qu'il détourne tout ce qui dépasse après la décimale du centime, il le déplace sur un compte à lui. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ce qui lui permet donc, à terme, de récupérer beaucoup d'argent, pour peu qu'il y ait énormément de transactions, il permet beaucoup d'argent, sans que personne se rende compte de rien, puisque de toute façon, l'argent qu'il prend, c'est de l'argent qui aurait été arrondi. Sachant que, n'allez pas vous imaginer que les banques perdent de l'argent sur ces trucs-là en temps normal, parce que des fois ça arrondit en dessous, mais des fois ça arrondit au-dessus. Donc l'un dans l'autre, ils s'y retrouvent de toute façon. Mais pas dans le cas de Richard Pryor. Là, ils se font ken à chaque fois. $85,000 missing. Embezzled, Mr. Webster. Stolen from the firm. Et là, dans le film, on se rend compte de la supercherie assez rapidement, justement parce que les comptes sont trop parfaits. Il n'y a plus d'erreurs de quelques centimes ou de quelques pouillèmes de centimes. Les comptes sont trop justes, Kevin. Voilà, alors juste pour information, ce type d'arnaque, dans la réalité, en vrai, c'est pas vraiment possible. Parce que d'abord, il faudrait un volume gigantesque de transactions. Et en plus, il faudrait traiter ça super vite pour que ce soit efficace de façon un peu conséquente. En tout cas, ce que je viens de dire était vrai avant l'arrivée du trading haute fréquence.
Ah, le trading haute fréquence. Très rapidement, et sans entrer dans le détail, le trading haute fréquence, en fait, ce sont des programmes informatiques qui effectuent très rapidement, d'où le haute fréquence, plein de petites transactions dans le but de toujours gagner de l'argent. Sachant que chaque transaction ne rapporte que très peu d'argent. En gros, ça joue sur les taux de conversion, mais à la microseconde. C'est-à-dire qu'à la microseconde, le logiciel, il va acheter ici, revendre là-bas, et avec les conversions, les machins, j'en sais rien. Franchement, ça me saoule. Mais il aura gagné 0,03 centimes. Et il va faire ça des centaines de milliers de fois par jour. Voilà, donc si vous pensez que le système boursier est un système qui est en train de flinguer la planète, c'est à cause d'outils de ce genre. Voilà, parce que ces outils-là, clairement, n'en ont strictement rien à battre de ce qui fait la valeur d'une entreprise ou la valeur d'une matière première. Hein? La machine ne décide pas d'acheter tel produit financier parce qu'elle croit dans ce produit financier. Non, c'est juste que si elle l'achète et qu'elle le vend là-bas, elle va gagner 0,02 centimes. C'est tout. Voilà, il y aurait certainement plein de choses à rajouter sur le sujet, mais déjà, d'une, je ne suis pas compétent à parler de ces sujets-là. Et de deux, c'est de toute façon pas le sujet de cette vidéo. Et donc, quand un truc a l'air trop beau pour être vrai, généralement, c'est que c'est le cas. Et donc, à minima, on considère que Galilée a dû falsifier ses données pour que les résultats soient si... Et il est même possible, il n'y a absolument aucun consensus sur ce sujet, mais c'est une idée qui revient régulièrement et qu'on ne sait pas écarter définitivement. Il est même possible que Galilée ait tout bonnement fabriqué ces résultats et qu'il n'ait pas fait ses expériences du tout. Mais juste qu'on soit clair, hein, s'il n'a pas fait l'expérience, il a quand même pas fait le truc à la zob. C'est-à-dire qu'il a quand même imaginé, il a calculé, en fait, il a prévu les résultats qu'il était censé obtenir. Il n'a pas fait n'importe quoi non plus. Je dis pas que c'est mieux, hein. Voilà, c'est clairement, il a fait ce qu'il fallait pour que les résultats soient plausibles. Le problème, c'est que les résultats sont pas plausibles, ils sont quasiment parfaits. Bon, je vous annonce un 1er avril que Ptolémée est un plagieur et que Galilée, avec sa chute des corps, c'est une fraude scientifique. Ça va, vous tenez le coup? Bon, rapidement, là, je vais vous présenter quelques cas un peu célèbres de fraude scientifique. Voilà. Et je vous garde mon préféré pour la fin. C'est celui-là qui fera gueuler dans les commentaires, vous verrez. D'ailleurs, j'en profite, hein, pouce en l'air, commentaire, partage, like, tout ça, abonnez-vous, enfin, vous savez. Vishwajit Gupta est un paléontologue indien né en 1942, mort en 2022, donc c'est récent. Hein. Également professeur de géologie à l'université Punjab, en Inde donc. Auteur de 5 ouvrages et de 458 publications scientifiques, globalement toutes plus ou moins sur le même sujet. Le cadre géologique et les fossiles de l'Himalaya. Au cours de sa carrière, le gars, il a bossé genre avec 130 scientifiques éminents dans leur domaine, donc vas-y, paye ta reconnaissance des pairs. Toutefois, un géologue et paléontologue australien nommé John Tallant, voilà, un jour, il s'est retrouvé à un moment de sa vie du côté de l'Himalaya, pas loin des sites de fouilles d'un des articles de Vishwajit Gupta. Un lieu dans lequel on trouve beaucoup de fossiles de Conodonta, c'est une classe d'animaux qui est apparue grosso modo il y a 500 millions d'années et qui a disparu il y a grosso modo 200 millions d'années. Talent donc il va sur un site, il cherche et il trouve rien. Alors il va sur un autre site, il cherche et il trouve toujours rien. Le mec a tapé la route, hein, il a fait plein de sites. Apparemment c'est son truc de trouver des fossiles d'animaux dégueux. Après une vingtaine de sites à ne rien trouver, il commence gentiment à se dire que ça pue quand même. Il va alors se mettre à creuser un peu plus systématiquement les articles de Gupta, et il va déjà se rendre compte qu'il y a 2 articles qui utilisent exactement la même image. Alors, typiquement, ça c'est le genre de truc qui peut arriver, ça peut être juste une erreur, mais on va être franc, ça n'aide pas à avoir confiance. En 1986, Tallant trouve dans une boutique parisienne des fossiles qui viennent du Maroc et qui sont absolument en tout point similaires à des fossiles présentés par Gupta comme provenant de l'Himalaya. Parallèlement à ça, il y a d'autres scientifiques qui vont montrer que les nouvelles espèces découvertes par Gupta dans l'Himalaya
sont absolument pas des nouvelles espèces et qu'elles viennent absolument pas de l'Himalaya. Bref, l'étau se resserre, comme on dit dans les ateliers où on a des étaux. Gupta va alors menacer de mort plusieurs de ses accusateurs. D'après Talent, il aurait payé un tueur à gages pour s'occuper de son cas à lui. Talent toujours révèle qu'au moins un assistant de Gupta, qui souhaitait révéler la supercherie, est mort dans un accident de voiture dont le chauffard a pris la fuite. Tout ceci est extrêmement romanesque, mais ça manque de preuves, donc je ne vais pas m'aventurer trop loin dans ce pan de l'histoire. En revanche, ce qui a été acté, c'est que tout au long de sa carrière, Gupta a trafiqué, modifié, créé, déplacé, falsifié des fossiles en tout genre, plagier les travaux d'autres chercheurs. Bref, le gars coche toutes les cases. Petit truc marrant, Gupta, pour sa défense, a longtemps utilisé l'argument d'autorité consistant à dire que, mais attendez, vous avez vu les scientifiques avec qui je bosse avec les plus grosses pointures du monde scientifique, quand même. Le bilan de cette histoire, évidemment, ce sont des rétractations en masse de ces articles, hein, bien sûr. Et l'homme qui fut, à un moment de l'histoire, le géologue le plus connu d'Inde, a acquis le titre pas du tout convoité de Houdini de l'Himalaya. Bon, là, ça va pas être trop compliqué de piger où est la fraude, vous allez voir. Trofim Lysenko est un technicien agricole soviétique né en 1898 et mort en 1976. Et là, vous allez me dire, mais Bruce, mais que vient foutre un technicien agricole dans cette vidéo? Je croyais qu'on allait parler de scientifique. Alors, oui, mais là, moi, je vous lis son titre au sein de l'Union soviétique. Faut se remettre dans le contexte un peu, voilà. C'est-à-dire que la carrière du gars, avant d'être parlementaire du Soviet suprême de l'Union soviétique, c'est très manifestement une carrière scientifique. Enfin, pardon, une carrière scientifique. Le gars va notamment développer une théorie scientifique et je vous dis immédiatement qu'en réalité cette théorie est pseudo-scientifique dans le domaine de la génétique. La génétique michourinienne qu'il oppose à la science bourgeoise qui est fausse par essence. D'une manière générale, quand ton argument pour démonter une chose, c'est dire qu'elle est bourgeoise, on sait déjà que ça va pas voler très haut. Et donc en 1948, la génétique michourinienne est élevée au rang de théorie officielle exclusive au sein de l'URSS. Et donc là, vous devez vous dire, voilà, elle doit être drôlement solide, cette théorie scientifique, non ? Non, bien sûr que non, il n'y a absolument personne qui regarde cette vidéo et qui pense ça. Rapidement, en 1927, il montre qu'il peut transformer une terre agricole en prairie, ce qui permet d'économiser du fourrage. Et ça, juste qu'on soit clair, c'est juste quasi mot à mot extrait de sa page Wikipédia. Toujours est-il que cette découverte le rend un petit peu célèbre et qu'il intègre en 1929 à Odessa l'Institut de génétique. Donc le gars est un chercheur scientifique, ok, ce point n'est pas débattu. Il va même être par la suite chef de laboratoire. Et là, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans le détail de la nature de ce que fait Lysenko. Parce que là, véritablement, on va voir absolument tout ce qui ne va pas quand on fait de la science. Vous allez voir, il y a tout. Il y a le fait de ne pas se tenir informé de l'état de la science sur ce qu'on fait. Le fait de mal interpréter les résultats de ce qu'on fait. Le fait de modifier les résultats de ce qu'on fait pour que ce soit conforme. Le fait d'idéologiser ce qu'on fait. Et puis finalement, le fait de tromper son monde autant que possible parce que les résultats qu'on prétend avoir trouvés, ça nous permet de grimper l'échelle sociale. Mais d'abord, parlons un petit peu de vernalisation. J'entre pas trop dans le détail, mais en gros, la vernalisation, ça consiste à accélérer la floraison d'une plante par le froid. Par exemple, les céréales, vous les collez pendant 1 mois dans un environnement à 2 degrés Celsius, et après, boum, ça fleurit d'un coup. Ce genre de machin, alors toutes les plantes sont pas sensibles à ça, et puis toutes les plantes, c'est pas les mêmes règles, mais quand vous faites un truc comme ça, ça s'appelle la vernalisation. En 1928, Lysenko affirme avoir triplé, voire quadruplé le rendement du blé par vernalisation. Précisément, il dit avoir mis au point cette technique agricole qui est déjà connue depuis la fin du 19e siècle, notamment grâce à l'agronome allemand Konrad von Seelhorst. Donc là, c'est le point numéro 1. Ne pas se tenir à jour sur l'état de la science de ce qu'on fait. Voilà. Mais on est d'accord, à ce stade, c'est pas grave. Voilà, il a trouvé un truc, il se trouve que ça avait été déjà trouvé par ailleurs, donc il n'aura pas la paternité de la découverte, mais bon, voilà, ça marche, non? Face à cette découverte, Lysenko s'interroge sur ce qui a bien pu se produire au sein de la plante.
Alors, je vais tenter de vous dire en 2 mots ce qui se passe au sein de la plante, justement, et qu'on soit clair, j'ai pas creusé le sujet. Donc, je vais un peu dire de la merde. Donc, c'est pas la peine de vous énerver devant vos écrans. Je ne vous entends pas. Le méristème est une zone de la plante dans laquelle on trouve des cellules indifférenciées qui sont prêtes à se diviser pour la croissance de la plante, par exemple pour la floraison. Et en temps normal, quand c'est pas le moment dans le cycle de vie de la plante, il y a une protéine qui empêche, qui désactive cette division cellulaire. Mais chez certaines plantes, donc celles qui sont sensibles à la vernalisation, le froid va désactiver ces protéines qui désactivent la division cellulaire, ce qui fait que du coup ça va produire une division cellulaire et donc accélérer la floraison. Et là, je sais que les spécialistes du domaine se sont évanouis devant leur écran, donc on va attendre quelques secondes, on va leur laisser quelques secondes pour revenir et nous rejoindre. Lysenko, donc, il réfléchit fort à ce qui a bien pu se produire, et il ne se dit pas qu'il a accéléré le processus de croissance de la plante. Non, il se dit qu'il a transformé la nature de la plante, génétiquement. Donc là, erreur numéro 2, mauvaise interprétation de ce qu'on a trouvé. Et là, vous pouvez tenter de me dire, ok, il s'est trompé, mais c'est une erreur de bonne foi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une fraude? Je veux dire, il a sans doute réellement pensé que c'était ça qui s'était produit. Ce à quoi, moi, je vais vous répondre que quand on est un scientifique et qu'on fait une découverte aussi importante que le froid permet de transformer génétiquement la nature des plantes, normalement, on n'en reste pas là, on fait d'autres expériences, hein. On cherche à valider quand même la base. Hein. Dit autrement, en observant qu'il s'était passé quelque chose, il n'aurait pas dû en tirer une conclusion, mais en tirer une hypothèse. C'est ça, hein, la méthode scientifique, hein, je rappelle, observation, hypothèse, expérience, validation. Le fait de prendre ses désirs pour des réalités et de croire que l'hypothèse qui nous saute à la gueule en réalité c'est une conclusion, ça constitue quand même le b.a.-ba de ce qu'on ne fait pas en science. Mais bon, c'est fait, voilà, Lysenko est maintenant persuadé qu'on peut génétiquement modifier les plantes par l'environnement. Et donc, pas sur des milliers d'années. Genre en 1 mois. Autre problème, et ça va être le problème numéro 3, c'est celui-là qui va nous faire passer de l'erreur scientifique à véritablement la fraude scientifique. En vrai, la vernalisation, ça permet absolument pas de tripler ou de quadrupler le rendement du blé. Ça permet d'augmenter la production un peu, à la marge. Et ça signifie que les résultats de Lysenko ont été falsifiés. Donc, on est bel et bien, non pas en présence d'une erreur scientifique, mais d'une fraude scientifique. Mais ça ne s'arrête pas là. Lysenko, à ce stade de l'histoire, il pense avoir démontré que ce qu'on savait de la génétique jusqu'alors était faux. Notamment les lois de Mendel, ce qu'on appelle la génétique mendélienne. Alors, figurez-vous que c'est marrant, d'ailleurs c'est cocasse, parce que moi je fais une vidéo sur les fraudes scientifiques, et la fraude d'après dont je vais parler, c'est celle de Mendel. Un spoiler. En gros, la génétique par l'environnement, c'est la beauté soviétique, et la génétique mendélienne, c'est la science bourgeoise, impérialiste, une connerie de ce genre. Mais notamment, à l'époque, il y a quand même des scientifiques soviétiques qui observent un peu le truc, et qui se disent quand même que la méthode des travaux de Lysenko, ainsi que ses résultats, c'est quand même problématique. Sauf que, voilà, ce que propose Lysenko, on va dire d'un point de vue marketing, c'est vachement bien idéologiquement parlant. Et donc Lysenko va un peu devenir une star. Précisément, il va être fait héros de l'Union soviétique en 1930. Et alors juste, héros de l'Union soviétique, c'est pas genre la Légion d'honneur. Là, on est en train de parler du truc le plus haut qu'il est possible d'obtenir. Vraiment, le plus grand honneur qu'on peut faire à un humain de son vivant, dans l'Union soviétique. Le mec a été quasiment canonisé de son vivant. Lysenko devient le chouchou de Staline, et donc les scientifiques qui le critiquent, ils vont gentiment finir au goulag. Et juste, c'est pas une expression, d'accord? Ils ont réellement été envoyés dans des goulags. Je veux dire, on est en plein dans la période dite des grandes purges. Je veux dire, pour vous donner une idée,
Il y en a tellement qui vont se retrouver à minima en tôle que le Congrès international de génétique de 1937, qui doit se tenir à Moscou, va être annulé. Parce qu'ils sont plus assez nombreux. Voilà, donc le gars a gravi les échelons, hein, il monte. Voilà, en 1945, il s'est déjà vu décerner 8 fois l'ordre de Lénine. 8 fois. Il est conseiller auprès du Soviet suprême et distingué comme héros du travail socialiste en 1945. Et alors, héros du travail socialiste, c'est pile le même niveau que héros de l'Union soviétique. C'est le truc le plus haut. Sauf que là, c'est nécessairement pour un truc qu'il a fait dans le domaine du travail ou de la culture. Le gars se retrouve responsable du département de la sélection céréalière de l'Union soviétique. Il fait la promotion de la science prolétarienne contre la science bourgeoise. Hein. On est toujours sur les mêmes... Ce sont ces termes, hein. C'est pas moi qui le dis comme ça, hein. C'est comme ça qu'ils appelaient ça, eux. Hein. Et en gros, à part dans le domaine du nucléaire, eh ben, il est entendu sur quasiment tous les sujets et il a une influence sur quasiment tous les sujets. Après la mort de Staline, eh ben, Lysenko devient le chouchou de Khrouchtchev, ce qui fait qu'il reste incritiquable du vivant de Khrouchtchev. Mais par contre, comment vous dire, après la mort de Khrouchtchev en 64, on lui retire successivement tous ses titres, toutes ses responsabilités, tous ses postes. On lui laisse genre un boulot, genre un truc un peu de placard, où il a une petite équipe encore, voilà. Et bien sûr, pendant ça, on efface progressivement toute l'influence de Lysenko, y compris dans le monde scientifique. Et on va bientôt réhabiliter les travaux de Mendel. Les travaux de Mendel, quand même. Et bien sûr, en faisant comme si rien de tout ça n'avait jamais existé. Donc là, vous voyez bien, on est encore une fois sur un cas un peu extrême. Mais le manque de rigueur dans la science, au final, ça peut coûter cher. Oui, parce que, je vous l'ai pas dit, parce que je veux pas creuser plus que ça le sujet, mais renseignez-vous, vous allez voir, c'est que pendant que Lysenko était le conseiller sur les céréales mécouilles, il y a eu des famines en URSS. Donc, en plus des scientifiques qui ont fini au goulag et qui sont vraisemblablement morts, il y a eu des morts dans la population à cause de ce gars-là. Et donc, Mendel. Gregor Mendel est un moine autrichien qui aime les petits pois. Et la fin de cette phrase, c'est de moi. D'ailleurs, c'était pas des petits pois, c'était juste des pois. Alors, Mendel, je vais pas rentrer dans le détail de ses travaux, parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur le sujet, je vous en cale 2-3 dans la description, vous verrez. Mais disons qu'il a fait un certain nombre d'expériences avec des pois pour constituer ce qu'on va finir par appeler les lois de Mendel. Des lois sur l'hérédité. À savoir, un caractère d'un individu peut présenter deux formes différentes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les allèles. Un individu hérite de deux facteurs pour chaque caractère, et ben c'est toujours ce qu'on appelle les allèles. Dans ces deux facteurs, il y en a un qui domine, et l'autre, il s'écrase bien gentiment en fermant sa gueule. Le facteur dominant et le facteur récessif, on dit que le facteur dominant est celui qui s'exprime. Ces deux facteurs se séparent durant la formation des gamètes. Alors les gamètes, bah, chez l'humain, c'est le spermatozoïde et l'ovule, et ces facteurs se séparent de façon indépendante. Voilà, et normalement, vous avez tous eu, à un moment donné, un cours de SVT sur comment se transmettait le groupe sanguin. Mettons que le papa soit de groupe sanguin A, donc on sait que un de ces allèles est A. Mais l'autre allèle, eh ben, il peut être A, ou bien il peut être O aussi, auquel cas, eh ben, il est récessif. Et donc si l'autre c'est A, bah, en réalité il est AA, et si l'autre c'est O, en réalité, bah, il est AO. Mais de toute façon, son groupe sanguin, c'est A, parce que le O est récessif. Mettons que la maman, elle est du groupe sanguin B. Et bah, de la même manière, c'est un allèle qui est B, ça c'est sûr, et puis l'autre allèle, ça peut être B, auquel cas elle est BB, ou ça peut être O, auquel cas elle est BO, mais de toute façon son groupe sanguin c'est B parce que le O est récessif. Et donc chacun de leurs enfants va récupérer un allèle du papa et un allèle de la maman. Si l'enfant récupère le A du papa, le O de la maman, eh ben il sera AO, donc il sera A. S'il récupère le B de la maman, le O du papa, eh ben il sera BO, donc il sera de groupe B. S'il récupère le A du papa, le B de la maman, eh ben il sera AB. Et s'il récupère le O du papa et le O de la maman, et seulement dans ce cas, eh ben il sera O. Bah, Mendel, il va trouver ces trucs-là, mais pas avec le groupe sanguin, en étudiant des différentes générations successives de pois. Comme des petits pois, voilà. Il va suivre les caractères distinctifs de ces pois sur des générations successives. Paye ton hobby, quoi. Et donc, boum,
les lois de Mendel. Mais ces lois de Mendel n'ont été malheureusement redécouvertes qu'après la mort de Mendel, en 1900. Et là, vous comprenez bien que ce que décrit Mendel, c'est en totale opposition avec les travaux de Lysenko. Ce que fait Mendel, c'est ça, hein, la science bourgeoise. Mais alors, du coup, c'est quoi cette histoire de fraude? Parce que les lois de Mendel, quand même, elles marchent quand même, non? Déjà, le premier problème qu'on a avec les expériences de Mendel, c'est que quand on regarde ces résultats, très sincèrement, les spécialistes du domaine qui regardent ces résultats les trouvent un peu trop beaux pour être vrais. Donc, on va quand même soupçonner une falsification des données, histoire que tout colle bien. Précisément, il va y avoir la conjonction de plusieurs hypothèses sur le sujet. Déjà, on va commencer par rejeter le truc sur la gueule d'un assistant. On va se dire, ouais, c'est un assistant qui a fait les manips, il a compris ce que Mendel attendait, et quand il trouvait que le résultat n'était pas assez joli, il avait peur de se faire engueuler ou il voulait faire plaisir ou j'en sais rien, et donc il bidouillait un peu les résultats, histoire que ça colle beaucoup mieux à ce que Grégor il attendait. Autre hypothèse, il s'agit d'un truc un peu plus classique qu'on ne le pense, qui relève... Alors c'est pas tout à fait du cherry picking, mais c'est un petit peu le même esprit. En gros, l'idée est la suivante, c'est-à-dire que quand vous faites une expérience et que les résultats collent bien, vous vous arrêtez, vous dites « Putain, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ». Et puis quand vous faites l'expérience et que les résultats sont pas bons, eh ben vous persistez, vous continuez, jusqu'à ce que ce soit bon. Ce qui fait que mécaniquement, on finit par n'avoir que des résultats qui sont conformes à nos attentes. Oui, et alors on va être clair, hein, c'est-à-dire que oui, manifestement, les données ont dû être arrangées au moins un peu, mais par contre, elles sont pas folles non plus, c'est-à-dire que elles restent dans le domaine du plausible. Donc elles sont quelque part encore acceptables. Mais bon voilà, c'est vrai que ça jette le doute, mais d'un autre côté, Mendel, il n'est plus là pour en parler. Donc, troisième hypothèse, et là, je dis hypothèse par souci de symétrie, mais en réalité, on est véritablement sur du fait historique. En 1950, il y a énormément de pression politique sur les travaux de Mendel à cause des travaux de Lysenko. Et donc, côté Occident, on préférerait mettre un peu de côté les petits soucis qu'on peut avoir avec les quelques arrangements là au niveau des données par-ci par-là. Oh, ça va, voilà, histoire de pas quand même se taper la honte devant l'Union soviétique. Je le dirai jamais assez, et je suis absolument pas le seul, mais en science, il n'y a pas de place pour l'idéologie ou la politique. C'est non. Je sais que parfois ça arrive que ce soit à la mode, juste non. Et donc concernant Mendel, le consensus aujourd'hui, c'est un peu le même que pour Galilée en réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu besoin d'aligner un petit peu à droite à gauche, histoire que ça rentre bien, mais au final, ce qu'on constate surtout, c'est que ça rentre bien. Et puis en plus, le domaine de la génétique, depuis, clairement, ça s'est énormément élargi, ça s'est complexifié, on connaît beaucoup plus de choses, donc oui, ok, Mendel, c'était important au début, voilà, c'était un peu le OG du truc. Aujourd'hui, on s'en fout de savoir s'il a compté ses poids à la ZOB ou pas, quoi. Vraiment. Voilà, donc vous l'avez compris, la fraude scientifique peut trouver des raisons un peu partout. Ça peut être innocent d'une certaine manière, ça peut être idéologique, ça peut être politique, ça peut être dans l'intérêt personnel de celui qui fraude. Ça peut aussi être que on est tellement convaincu d'avoir trouvé un truc vénère que, putain, on va quand même pas risquer de passer à côté du génie du chercheur, simplement parce que les données savent pas se comporter de façon correcte. Hein? Et puis évidemment, il y a ceux qui font ça pour l'argent. Juste, alors, vite fait, et juste, voilà, et je dis ça, ce que je vais dire là, c'est pas du tout sponsorisé, hein, qu'on soit clair. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite cordialement à aller voir le spectacle de Jérémy Ferrari, Anesthésie Générale, qui est disponible sur MyCanal. Voilà, le spectacle fait 60 heures, donc vous le matez pas en une seule fois, hein. Non, je déconne, il fait pas 60 heures. Par contre, il fait 3 heures, voilà, donc potentiellement, vous le matez pas en une seule fois. Il y parle, et de façon extrêmement sourcée, il y parle de santé, notamment de santé publique, de santé mentale, du Covid, du vaccin, tous ces sujets, voilà, et c'est putain de brillant. Voilà, c'était tout. Andrew Wakefield est un chirurgien et un chercheur en médecine britannique, né en 1956, et qui est encore, au moment où j'ai écrit cet épisode, parmi nous. Fait étonnant, et là je vous le dis uniquement parce que j'ai vu popper l'info pendant que je faisais mes recherches, et que je m'attendais absolument pas à voir passer un truc pareil, entre 2018 et 2021, il était marié à Elle Macpherson.
Macpherson, putain. Et Elle Macpherson, si vous êtes de ma génération, vous savez exactement qui c'est. Et si vous ne savez pas, félicitations, vous êtes jeune, je vous emmerde, et ben vous irez chercher par vous-même. Bref, allez, on va aller direct dans le vif du sujet parce que cet épisode commence déjà à être un poil long. Vous êtes prêts? Voilà. En 1998, il publie un article sur une maladie qui s'appelle l'entérocolite autistique. Cet article est publié dans le Lancet. Et normalement, j'ai pas besoin de vous présenter le Lancet ou de préciser que c'est quand même parmi les revues scientifiques médicales, on est quand même dans le haut du panier, là. Et dans cet article, Wakefield démontre un lien de cause à effet entre, d'une part, le vaccin ROR, pour rougeole, oréon, rubéole. C'est bon, vous l'avez? Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que c'est sur celui-là que ça va gueuler dans les commentaires? Entre le vaccin ROR, d'une part, donc, et l'autisme. C'est ce papier qui fait dire à des millions de gens, encore aujourd'hui, que se faire vacciner peut rendre autiste. Là, la publication de Wakefield, c'est ce qu'on appelle une étude princeps. C'est-à-dire que c'est l'étude de référence sur le sujet. Notamment, ça signifie que c'est cette étude que d'autres équipes de chercheurs vont tenter de répliquer pour en valider les résultats et en faire un consensus patin couffin, vous avez compris. Et en 2002, soit 4 ans après la publication de Wakefield, aucune équipe de chercheurs n'a été capable de retrouver les résultats de Wakefield concernant sa maladie, l'entérocolite autistique. Et aucune équipe de chercheurs n'a été capable d'établir le même lien de cause à effet entre vaccination, d'une part, et autisme. Brian Deer, un journaliste d'investigation, lui aussi britannique, écrit un long reportage dans le Sunday Times, un hebdomadaire britannique dont personne parmi vous ne saura dire quel jour de la semaine il est publié. Article dans lequel c'est le dimanche. Sunday Times, Sunday, c'était facile en plus. Article dans lequel il met en lumière un certain nombre de zones d'ombre autour des travaux de Wakefield, à commencer par le fait que ce dernier a oublié de mentionner des conflits d'intérêts financiers. Que pourtant, quand on publie un article scientifique, c'est un peu la base. D'ailleurs, là c'est le bon moment pour vous caler vite fait comme ça, à la scred, une superbe fraude scientifique. Ragnar Rylander, ça se prononce certainement pas comme ça, mais ça me fait marrer, voilà, c'est un chercheur suédois, directeur de l'Institut d'hygiène de Göteborg, ainsi que chargé de cours à l'Institut de médecine sociale et préventive. Voilà donc un type dont la préoccupation principale, c'est la santé des gens. Et ce gars-là a bossé pendant des années dans un domaine, le tabagisme passif. Et en gros, il a expliqué pendant des décennies à qui voulait bien l'entendre qu'il n'y avait absolument pas de problème à se prendre dans la gueule H24 la fumée de fumeurs. Le problème, c'est qu'il se présentait à chaque fois comme un chercheur indépendant et qu'il oubliait systématiquement de dire qu'il était rémunéré par Philip Morris. Oui, les cigarettes Philip Morris, on parle bien de ça là. D'ailleurs, il y aura à ce sujet un procès aux États-Unis et c'est tant mieux que ça ait eu lieu aux États-Unis parce que figurez-vous que quand vous voulez faire cracher du pognon lors d'un procès, le mieux, c'est de faire ce procès aux États-Unis. Je vous ai dit ou pas que les États-Unis, c'était une nation juridique? Aux États-Unis, à la différence de la France, vous avez le droit, pendant un procès, de demander des dommages et intérêts à titre punitif. En France, si on vous a causé un dommage de l'ordre de 20 000 euros, vous pouvez demander 20 000 euros de dommages et intérêts. Éventuellement, si avec le temps, ça aurait pris de la valeur, aujourd'hui, ça vaudrait peut-être 21 ou 22 000 euros, vous pouvez demander 21 ou 22 000 euros. Voilà. Plus les frais de ce que vous a coûté votre avocat. Vous n'aurez pas 100% de ce que vous demandez, mais en gros, on est dans l'ordre de grandeur de, voilà, vous demandez réparation à hauteur du dommage que vous avez subi. Et la réaction des Américains quand ils entendent ça, c'est aux États-Unis, si on vous a causé un dommage qui vous a coûté 20 000 $, vous avez parfaitement le droit de demander 650 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs. Oui. Alors, vous devez un peu justifier pourquoi ce montant. Hein? Vous ne faites pas ça au dé non plus. Mais par exemple, vous pouvez très bien dire « cette boîte qui m'a arnaqué, il faut que ça lui serve de leçon. Et cette boîte gagne tellement d'argent qu'en dessous de 650 millions de dollars, elle ne le verra même pas passer dans sa compta. Et donc, si vous voulez la punir, il faut que ça lui coûte, n'importe quoi, 1 mois de chiffre d'affaires. » Aux États-Unis, vous pouvez faire ça. Au cours du procès, alors je vous passe tous les détails, c'est une procédure RICO.
Alors Rico, renseignez-vous, c'est assez marrant. En général, c'est plutôt dans le domaine de la drogue, mais bon, voilà. Procédure Rico, ça signifie qu'on peut aller chercher tout ce qui touche de près ou de loin à l'affaire. Le procureur va d'abord en premier lieu demander une condamnation à Philip Morris à payer 289 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, et je comprends, ça a dû être un kiff perso qui s'est fait ce jour-là, mais il y avait vraiment zéro chance que ça passe, par contre. 289 milliards de dollars, nimp. Sauf que, évidemment, ce genre de procès, vous pensez bien que ça peut durer, mais littéralement, ça peut durer 25 ans. Et les boîtes en question, elles vont dépenser tout ce qu'elles peuvent en avocat pour pas avoir à payer 300 milliards de dollars, hein, c'est sûr. Sauf que pendant ce temps-là, ces procès coûtent énormément d'argent aux contribuables américains. Et donc, ça va un peu évoluer et on va passer successivement d'une condamnation à payer 130 milliards de dollars, ce qui reste tout de même conséquent, à une condamnation finale à payer 14 milliards de dollars sur 10 ans pour financer des programmes de prévention contre le tabac. Alors c'est vrai que dit comme ça, quand on passe de 289 milliards à 14 milliards, on a presque l'impression que c'est Philip Morris qui a gagné le procès. Voilà, mais juste dans l'absolu, 14 milliards de dollars de condamnation en dommages, ça reste quand même conséquent hein, dans l'absolu. Et fin de la parenthèse. Donc Wakefield a oublié de mentionner un conflit d'intérêts financier. Et ce conflit d'intérêts financier, quel est-il? On va y venir, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe après la publication de l'article de Brian Deer? Bon, déjà, tous les co-auteurs du papier de Wakefield, ils se rétractent comme... Je vais pas finir cette phrase, j'ai eu une image sale qui m'est venue, mais vous l'avez aussi maintenant, tant pis pour vous. Et là, vous vous dites, ah, mais les rats quittent le navire? Mais attendez... On est loin encore. Le British General Medical Council, c'est l'ordre des médecins britanniques, hein. Voilà, il lance une enquête sur les travaux de Wakefield et sur deux de ses collègues également, en se basant sur le reportage de Brian Deer, du Sunday Times, paru un dimanche. Il découvre notamment, au cours de cette enquête, que des patients autistes ont subi des procédures invasives, genre coloscopie, ponction lombaire, et sans l'approbation requise par un comité d'éthique. Donc là, niveau méthodo, ça pue très 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 fort. En 2010, un tribunal du British General Council de Médicaux démontre plus d'une trentaine de charges contre Wakefield, allant de la simple malhonnêteté à abus contre enfants avec troubles du développement. Oui, parce que évidemment, les patients en question, c'était des enfants, y compris les autistes. Parce que, globalement, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, on le donne aux enfants. Il s'agissait donc d'être cohérent. Donc, pour le tribunal, Wakefield a failli à son devoir de consultant responsable, il a agi contre l'intérêt de ses patients, et il a agi malhonnêtement et de façon non responsable lors de son étude. De plus, il conclut que manifestement des éléments de l'étude publiée ont été falsifiés. Bon, le Lancet, ils entendent ça, ils rétractent le papier instant, et Wakefield est évidemment radié, avec interdiction absolue d'exercer la médecine au Royaume-Uni. Mais vous allez voir, l'histoire ne s'arrête pas là. Et alors juste, c'était quoi le fameux conflit d'intérêts financier de Wakefield? Eh bien, figurez-vous que ce gros con de Wakefield prévoyait de monter une entreprise qui allait produire un test de dépistage de sa fameuse maladie, l'entérocolite autistique. Et alors juste quand je dis qu'il prévoyait, c'est-à-dire qu'il avait déjà envoyé des flyers, enfin des dossiers à des investisseurs en leur disant qu'il planifiait de gagner 30 millions d'euros par an au Royaume-Uni et aux États-Unis. Bon, il se trouve que le gars est radié au Royaume-Uni. Pas de problème, se dit-il, je vais désormais vivre aux États-Unis. Donc le gars arrive aux États-Unis, il réseaute et il arrive à coquiner avec les plus belles personnes des États-Unis, qui sont exactement celles auxquelles vous pensez. Genre, le mec devient un proche de Trump. Il est invité à l'investiture de Trump, la première investiture de Trump. Mais surtout, le gars continue de raconter à qui veut bien l'entendre, et aux États-Unis, ils sont nombreux à bien vouloir l'entendre, il continue de raconter que le vaccin, eh ben, ça fait de l'autisme chez les enfants. Il fait des conférences, des bouquins, des films, et il ramasse de la moula, en veux-tu, en voilà. Ce qui fait qu'aux États-Unis, voilà, si vous prenez par exemple la communauté somalienne du Minnesota, le taux de vaccination contre la rougeole passe de 92% de gens vaccinés en 2004 à 42% en 2014.
Avec comme conséquence qu'en 2017, les États-Unis ont connu la plus grave épidémie de rougeole qu'ils aient connue depuis des décennies. Et alors, c'est marrant que cet épisode tombe maintenant, parce que figurez-vous que pile maintenant, en ce moment-là, il y a une recrudescence des cas de rougeole aux États-Unis, notamment au Texas. Et que le gars du gouvernement qui est censé gérer ce truc-là, c'est Robert Kennedy Jr., qui est un pur anti-vax. Oui, quand je dis que c'est marrant, c'est pas marrant. D'accord. Et pour couronner le tout, faut bien comprendre que cette histoire, ça fait des morts. Et que parmi ces morts, il y en a beaucoup qui n'ont même pas 5 ans. Alors qu'il existe un vaccin et qu'on sait qu'il ne provoque pas l'autisme. Attends. Quoi? Alors, juste, je veux pas défendre ce gros tas de merde de Wakefield, mais c'est pas parce que son étude est fausse que ça prouve que ce qu'il disait était faux. Non, en effet. Et donc, il n'est pas démontré que le vaccin ROR ne provoque pas l'autisme. Si. Dans les Annales de médecine interne, une autre revue médicale un peu conséquente, voilà, est paru un article en 2019. Donc, c'est pas vieux, hein, mais vous notez quand même que ça date d'avant le Covid, hein. 2019, voilà. Donc un article sur une étude assez conséquente qui est pile sur ce sujet-là, figure-toi, incroyable. Et alors clairement, le but de l'étude, c'était de trancher une bonne fois pour toutes sur cette question, sur ce fameux lien de cause à effet entre ROR et autisme, dont parle Wakefield. 4 universitaires danois ont étudié les dossiers médicaux de, accrochez-vous bien, parce que là vous allez comprendre ce que c'est qu'une véritable étude scientifique. Ils ont étudié les dossiers médicaux de 657 461 enfants nés au Danemark entre 1999 et 2010. 657 461. Et parmi ces 657 461 enfants, 6 517 ont développé des troubles autistiques. 6517. 6517, vous pouvez vous dire « Oh là là, mais c'est vachement beaucoup » ou bien vous dire « Bon, c'est pas énorme », mais je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une étude scientifique. Donc ce que vous en pensez, on s'en branle. Ils ont comparé parmi les enfants vaccinés et les enfants pas vaccinés, parce que là-bas, le vaccin, c'est pas obligatoire. Ok. Et bah, leur conclusion est sans appel. Ils n'ont constaté aucune différence. Il n'y a pas plus d'enfants autistes chez les vaccinés. Il n'y a pas moins d'enfants autistes chez les vaccinés. À croire que l'autisme, en fait, n'a strictement rien putain d'avoir avec ce vaccin. En conclusion de ce cas, il a été démontré que le ramdam de ce vieil étron moisi de Wakefield est en grande partie responsable de la méfiance du public envers les vaccins, de l'explosion du mouvement actuel anti-vax, notamment du mouvement anti-vax pendant le Covid. En bref, on est sur un gars dont la fraude est avérée, démontrée et a causé énormément de morts. Mais vous avez toujours 2-3 demeurés dans le fond qui disent « Ouais, mais moi je le crois ». Et comme cette affaire a fait énormément de morts et continue de causer des dégâts, c'est pour cette raison que je me permets de traiter Wakefield de résidus purulents de glande anale d'Okapi. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien lui mettre un pouce comme ça, vous le commentez, vous le partagez, c'est essentiel. Pensez bien à vous abonner ou vous réabonner si vous avez été désabonné, vous connaissez l'histoire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, comme à chaque fois, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.